que j'ai appris moi-même, c'est que publier sera toujours mieux que de ne pas publier. En parlant que des réseaux, c'est-à-dire que si tu hésites, appuie sur poster en fait. Ça, c'est vraiment le truc de base que j'ai appris. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux types de players en fait. Il y a la personne qui joue et la personne qui apprend. Je vais préciser ça. Il y a deux types de créateurs et ça, c'est quelque chose que j'observe. Des créateurs de contenu, tu vois, c'est pas le métier des coachs qui écoutent ton podcast de créer du contenu. Ça va être quelque chose d'à côté. Donc, il faut être efficace, il faut être efficient surtout. Et là, il y a deux profils. Il y a la personne qui vient et qui publie et qui va faire ça pendant des années, qui va jamais se remettre en question, jamais analyser ce qu'il fait. Et en fait, il se passera rien, effectivement. Et puis, il y a la personne qui crée et qui regarde dans le rétro de temps en temps pour voir ce qu'elle peut améliorer et qui essaie à chaque fois de faire le 1% de plus, tu vois. Et en fait, cette personne-là, elle va tout défoncer. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Charlie Aourir, ancien analyste financier, devenu créateur de contenu et auteur du livre Méconnaissable en 60 jours. Il cumule 600 000 abonnés sur les médias sociaux, dont 112 000 sur Insta et 449 000 sur TikTok. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Charlie. Sa capacité à exceller dans un domaine, comment se lancer dans la création de contenu, comment casser les codes d'Instagram, comment utiliser sa personnalité, son branding pour faire fructifier son business, comment scaler son temps, comment monétiser son savoir et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Charlie. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Charlie. Salut Charlie. Salut Andy, merci de me recevoir. Avec plaisir. On a déjà commencé à échanger en off des choses intéressantes. Je te disais que moi, je te suivais, j'aime beaucoup ton travail. Tu es beaucoup sur Instagram. Alors, tu nous expliqueras, je pense, comment tu en es arrivé là. Tu as plus de 100 000. Tu as lancé en janvier un livre et tout. Donc, des choses hyper passionnantes. Ça va changer, je pense, aussi des interviews que j'ai l'habitude de faire sur des profils de personnes qui ont des business physiques ou autres. Donc, c'est toujours hyper intéressant et inspirant. Et on en parlait un petit peu en off. C'est que aujourd'hui, dans le marché du fitness, de la santé, du bien-être, il y a plein d'opportunités. Et je voulais, voilà, juste avant de rentrer un petit peu dans ta tête et voir un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui, de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, eh bien moi je suis Charlie, je suis créateur de contenu et puis récemment néo-auteur d'un bouquin sur la remise en forme et sur la perte de poids qui s'appelle Méconnaissable en 60 jours. Et donc chaque jour, à travers mes réseaux, donc il y a Instagram, TikTok aussi, où on est quand même pas mal, on va se rapprocher des 500 000 personnes sur TikTok. Et essentiellement ça, je suis moins actif sur LinkedIn, sur les autres réseaux. Je distille mes conseils tous les jours pour aider des personnes à se remettre en forme, sortir de sédentarité via la nutrition, le mouvement et puis tout le mental, donc sommeil, stress, récupération, etc. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, donc il y a encore 3 ans de ça, j'étais analyste financier et donc c'est une reconversion professionnelle. Je ne suis pas coach sportif, je suis simplement un grand passionné de tout ça qui vient challenger mes idées sur les réseaux et ça, c'est vraiment génial. Ça qui est intéressant, je t'avais dit aussi en off que j'avais écouté certaines de tes interviews avec d'autres confrères. Et du coup, le Charlie tout petit, c'était qui avant d'être analyste financier? Tu as démarré comment? Est-ce que tu étais sportif? Est-ce que tu avais cette culture de vouloir lancer des choses? Comment tu étais? Alors non, j'étais pas très sportif. On va parler de l'adolescence. J'étais plutôt en surpoids et puis pas très confortable, tu vois, dans mes pompes. Donc assez introverti dans mon coin. Très geek par contre. Donc jeux vidéo pour le coup à l'époque, avec une
capacité à apprendre de mes erreurs assez forte. En fait, j'ai tout de suite compris que mon truc à moi, c'était de me prendre des murs très rapidement. C'est-à-dire de chercher plein de choses et de foncer très, très vite, très fort dans des murs pour à chaque fois itérer et améliorer un petit peu. Et en fait, je suis venu vraiment Comment de tu ça. l'as découvert ça, du coup? Comment tu as découvert cette capacité-là aussi jeune? Et bah, aussi jeune, je ne pouvais pas le verbaliser. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant du recul sur mon adolescence et sur cette période gaming où, en fait, avec le temps et avec beaucoup on va dire, de labeur, d'échecs, d'essais, etc., j'arrivais tout le temps à me hisser dans le top des jeux auxquels je jouais. Donc, en général, top français ou top monde sur les jeux auxquels je jouais, parce que je jouais beaucoup, parce que j'étais nul au début et parce que ça ne me dérangeait pas d'être nul, tu vois. Et donc, je me suis vraiment enfermé dans cette bulle informatique, jeux vidéo pendant toute mon adolescence, où je parlais pas à grand monde, où j'étais pas du tout dans le monde du sport, de la nutrition, tout ça, et où simplement je me complaisais à essayer de devenir meilleur que le Charlie de la veille. Ok, donc ton rythme, c'était quoi? C'était école et après jeux vidéo? Comment tu t'organisais par rapport à ça? C'était école et jeux vidéo quand j'allais à l'école. Ok. C'est-à-dire que j'avais tendance à louper un peu l'école pour jouer aux jeux vidéo, pour être honnête. Et Ouais. ouais, moi, c'était vraiment énormément, énormément ça. J'ai quand même plutôt bien réussi au niveau des études, tu vois, où j'ai validé mon bac S. Mais après, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai continué les études et en parallèle de ça, si tu veux, je faisais du coaching dans les jeux vidéo. Donc, Ouais. j'accompagnais des joueurs pour être meilleurs dans leur pratique du jeu vidéo. Et c'est là que vraiment j'ai compris qu'il y avait un alignement, tu vois, un truc que je surkiffais là-dedans, dans la pédagogie, dans le jeu vidéo, mais surtout dans le process d'apprendre quelque chose et de le retransmettre derrière. Comment on en vient à faire du coaching en jeu vidéo? Comment ça t'est arrivé? C'est des personnes qui t'ont dit, tiens, je voudrais en savoir plus. Comment t'as fait pour te lancer Non, sur alors ça? initialement, c'était plus moi qui avait tendance, et c'est encore le cas, à vouloir apprendre aux gens ce que j'apprenais, tu vois. C'est la méthode Feynman, un peu ce truc-là, de retranscrire ce que Ouais. tu apprends de la manière la plus simple possible pour mieux l'intégrer. Et puis aussi pour se challenger à ce que tu sais pas. C'est ce que je vis sur les réseaux depuis 3 ans maintenant, où chaque jour je publie, et parfois, je maîtrise pas certains sujets sans le savoir. Je peux faire une maladresse, etc. Et en fait, là, bah, il y a 300 haters qui débarquent dans les commentaires. Et parfois, ils ont raison, parfois non, mais parfois, ils ont raison. Et quand ils ont raison, j'apprends quelque chose. Et en fait, j'aime bien me confronter comme ça aux gens plutôt que d'être toute seule et de renforcer mon ego de connaissance. Tu vois, j'ai tendance à livrer ce que j'apprends pour le challenger. Me challenger moi, challenger ce que je sais et puis remettre en question finalement tout ce que j'apprends. Et c'est une méthode qui est juste phénoménale pour se développer rapidement. Donc, j'ai tendance à beaucoup livrer au monde en fait. Ok, excellent, excellent. Et au niveau des jeux vidéo, tu commences à gagner de l'argent avec les coachings ou autres? Ouais, grave. En fait, c'était période post-bac où je commençais à jouer. Donc, à l'époque, c'était Counter-Strike, League of Legends. Et je Ouais. donnais des cours de ce jeu-là donc après mes cours. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que tu continues ou pas? J'étais en voie d'obtenir mon master en finance et en immobilier, une double spécialisation. Mais je gagnais si bien ma vie avec les jeux vidéo, avec le coaching, que je me suis dit, est-ce que j'en ferais pas mon métier, en fait? Parce qu'en parallèle de ça, j'avais un job d'analyste financier qui se profilait qui m'animait moins, tu vois, de passion que la transmission de mes connaissances sur les jeux vidéo et qui me rapportait moins financièrement aussi. Donc, en Ok. Et fait, j'avais vraiment cette question-là que comment je tu me as fait pour posais. la transition avec ces études pour passer un master et pour continuer justement à faire du gaming et tout? Je dormais pas. Je dormais pas. C'était vraiment, j'allais à Ouais, tu avais l'école. deux vies, quoi. Deux vies dans Ouais, la journée, quoi. pendant les cours, je faisais, en gros, je jouais sur papier, tu vois, du théorie crafting, je notais mes trucs de mon côté. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait amener les ordinateurs en cours, donc je pouvais commencer à tripoter les stats, jouer un peu, faire mes simulations de mon côté et tout ça. Et puis après, le soir, c'était parti, mon agenda était plein. J'avais un agenda, j'ai jamais eu un agenda comme ça depuis, où vraiment chaque horaire était cadré. Et bah, le soir, j'enchaînais les cours en solo, les cours à plusieurs personnes. Et en fait, imagine quand je donne une masterclass à 9 personnes pour faire du 5 contre 5, tu vois. Donc, 9 personnes plus moi, ça fait 10. Et que chaque personne paye 30 ou 40 euros de l'heure. Bah, la soirée, elle est sympathique, tu vois. Et en fait, à mon âge, c'était totalement fou parce que je payais mon loyer parisien, ma bouffe, mes vêtements, je vivais bien, etc. Qu'avec les jeux vidéo, tu vois. Et donc, de là, il y a de quoi perdre un peu la tête. Et c'est quoi à l'époque les outils que tu utilises? Alors, tu fais un PayPal, tu fais un Stripe. C'était à quelle année? C'est C'était pas si loin que en, ça. ça a commencé en 2000.
je veux pas dire de bêtises, genre 2011 ou 2012, je dirais jusqu'à 2015 peut-être. Ça devait être ça Ok, la période. Et ok, c'était via un organisme qui s'appelle, je pense qu'il existe encore, qui s'appelle School Egg One. Et en fait, qui est ok, un organisme de formation pour coach en jeux vidéo. Donc maintenant, ils font aussi les ok. échecs, ils font d'autres choses. Et en fait, bah, toi, tu viens avec ton expertise, tu te mets parmi une liste de coachs, c'est un annuaire, et puis les gens réservent directement. Donc toute la solution est déjà là, et puis l'organisme se prend une commission sur chaque cours. Ok, excellent, excellent. Et, C'est assez efficace. et du coup, pourquoi tu es pas, du coup, t'as pas mis ton focus sur le gaming? Qu'est-ce qui a fait que? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un peu un biais de, j'ai fait un master, j'ai fait des études, il y a quand même la famille derrière, les parents, etc. Je me suis quand même bien engagé. J'ai un master en finance et en immobilier. C'est quand même beaucoup d'engagement, tu vois. Donc, c'est ça le biais d'engagement. Je me dis, bon, Ok, bah là, on me propose un poste d'analyste financier. C'est hyper sécure. Tout le monde est content. Sur papier, c'est magnifique parce qu'effectivement, gros salaire, beaucoup d'avantages, costard cravate, c'est l'image du gars qui a réussi, tu vois. Et la défense, Paris, tout ça. Et en fait, à un moment, il faut faire un choix parce que je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais pas continuer à jouer, à coacher à niveau professionnel et puis faire de l'analyse financière qui était quand même assez énergivore et puis assez chronophage et énergivore en fait. Ça prend du temps et de l'énergie. Et du coup, je ne ok. pouvais pas faire les deux. À un moment, j'ai dû faire un choix, plus de la raison que de la passion où je suis allé vers la finance. Et j'ai dit, les jeux vidéo, c'est mort, je vends mon PC gaming, je n'y touche plus parce que c'est un peu comme du crack pour moi, tu vois. Il ne faut pas que je rentre dedans parce que je ne suis pas capable de jouer en casual. Si je joue, c'est du Ouais. tryhard, tu vois, vraiment à fond. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et là, si tu veux, la transition, on va la faire parce qu'à ce moment-là, j'ai un énorme vide dans ma vie et il faut que je le remplace par autre chose. Et en fait, c'est à ce moment-là que je commence à poncer les sujets de la nutrition, du sport, de la remise en forme, où je vais en salle de sport 7 jours par semaine, tu vois, où vraiment j'ai remplacé le truc, il m'a fallu une soupape et j'ai tout mis dans le sport, c'est devenu mon sujet numéro un, quoi. Et t'étais comment là au niveau mindset à cette époque-là? Parce que passer d'un truc forcément qui te passionnait et tout, l'arrêter du jour au lendemain, ça n'a pas été trop difficile? J'étais à ce moment-là en pilote automatique, pas le temps de réfléchir. Ma vie était vraiment timée. J'ai dû prendre un appartement en face de mon boulot pour vraiment pas avoir de trajet, 5 minutes, même pas 30 secondes à pied, je suis au boulot, tu vois, pour que Ok. vraiment tout soit optimisé. J'ai pas cuisiné pour des années où je me faisais livrer midi et soir ma bouffe. Enfin, tout était hyper cadré pour que je puisse bosser comme il faut, tu vois, et que je puisse Ouais. quand même avoir ma séance de sport hebdo. Et en fait, j'étais en pilote automatique, c'est-à-dire que je me laissais pas le plaisir, enfin le loisir plutôt de réfléchir. À ce moment-là, tu vois, route toute tracée, tout le monde me dit c'est trop bien. Moi, tu vois, je suis dans mon truc où je me pose pas de questions, quoi. Ok, excellent. Et du coup, cette nouvelle vie, comment tu l'abordes là, après 3 à 6 mois? Alors, dans la finance, tu veux dire, quand j'étais Ouais, dans analyste la financier? finance, ouais. La finance, ouais. Alors, il y avait beaucoup à apprendre parce que de base, j'étais pas super doué pour ça. Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup bosser pour me mettre au niveau. Et comme dans tout, j'ai tryhard le sujet, c'est-à-dire que je me suis vraiment donné à 200% pour aller chercher l'extra mile à chaque fois, tu vois, le truc en plus pour vraiment faire la différence avec mes talents à moi qui sont plus dans le digital. Donc, tout ce qui était coder, Excel, VBA, faire des projections financières un peu plus complexes, c'était plus mon truc à moi parce que j'ai ce côté un peu geekos et du coup, j'ai pu Mhm. mettre ça au service de mon job. Et en fait, j'ai bien aimé en vrai, parce que je pense que je peux me passionner d'à peu près tout, mais que je suis juste ce qu'on appelle dans les jeux vidéo, du coup, un one-trick pony, c'est-à-dire quelqu'un de monomaniaque, quoi. Je vais Mhm. prendre quelque chose et me mettre à fond là-dessus. C'est ce que je vis actuellement. On va y arriver sur les réseaux et sur ce que je suis en train de faire et sur cet ouvrage que j'ai écrit. C'est que vraiment, je me mets là-dedans et il n'y a plus que ça qui existe. Le reste n'existe pas. Comment tu arrives justement, et je te disais moi en off que au début de ma carrière, je voyais tellement d'opportunités un peu partout que je voulais un peu sauter dans tous les sens. Euh, Comment tu fais toi pour justement avoir ce focus? Est-ce que tu as je sais pas, est-ce que tu as des petits trucs à nous partager ou pour toi c'est naturel? Non, c'est pas naturel parce que je pense qu'on est énormément, et tu en fais partie, de personnes qui sont plutôt multipotentielles et qui le savent. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que tu peux faire pas mal de choses, mais que tu n'auras jamais plus de 24 heures dans ta journée. Et en fait, en partant de là, c'est un peu l'échange qu'on a eu au début de cette discussion. En partant de là, on doit faire des choix.
Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser un maximum la règle des 5 secondes, c'est-à-dire me laisser vraiment 5 secondes pour actionner quelque chose. Et puis après, me faire un plan, mais sur le long terme. C'est-à-dire me dire, OK, sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je ne remets jamais en question ce que le Charlie d'hier a dit. Tu vois. Donc, si je me dis là, je me mets sur Insta et je vais publier tous les jours pendant 5 ans, c'est parti. Et dans 5 ans, on revoit le plan. Mais c'est-à-dire que je lance ça et en fait, à partir de là, je ne me laisse plus la possibilité de réfléchir à autre chose parce que sinon, je ne peux plus avancer. Tu vois, c'est pas possible. J'aimerais bien faire plein de choses. Tu vois, il y a plein d'idées qui me sont venues en tête, évidemment. Et je pense que ce serait possible avec beaucoup de travail. Mais si je commence à tout faire moyennement, je ne ferai rien très bien, tu vois. Et du coup, je préfère être vraiment tunnel vision sur quelque chose et me dire, bah voilà, là, je vais devenir essayer de devenir le boss sur la perte de poids sur Instagram et que je vais maîtriser vraiment ce sujet à fond, que de me dire, bah, je vais aussi accompagner sur ça, je vais aussi parler de ça, je vais faire un film parce que je veux faire un film. Non, non, non. Je vais faire que ça et puis on en reparle dans 5 ans, tu vois. Donc j'ai tendance à être un peu très rigoureux, très militaire avec moi-même, tu vois. Top. Et donc, tu nous disais que tu testes les clubs de fitness, tu t'entraînes régulièrement. Quel a été le déclic? Alors, tu nous l'as dit aussi, tu nous l'as partagé, que tu aimes bien justement transmettre ce que tu as compris. Donc, c'est de là où tu lances tes premiers posts Instagram, c'est ça? Comment ça se passe, ce passage-là? Alors, ça a mis un peu plus de temps que ça parce qu'à l'époque, j'étais encore en finance et en fait, ce que je faisais avant à l'école, c'est-à-dire en scred, travailler sur les jeux vidéo, bah, en fait, là, je faisais pareil, mais avec la nutrition, le sport, etc. C'est-à-dire qu'au boulot, j'avais, si tu veux, mes outils, mon tableur Excel d'un côté et de l'autre côté, j'avais les forums, tu vois, les super physiques, les hall musculation, les machins. Je ponçais tous les articles que je trouvais et puis dès que j'avais une pause, bah, je pouvais sortir mes bouquins, tu vois. Parce que j'avais forcément dévalisé un peu tout ce que je pouvais trouver sur la sphère francophone sur ces sujets-là. Et du coup, bon, déjà, il y avait ça de mon côté, donc apprendre à moi. Et puis, j'ai commencé de manière officieuse à embarquer avec moi mes collègues, c'est-à-dire sur la pause déj. Au début, j'allais tout seul au sport. Après, on était deux. Après, on était cinq, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à transmettre au maximum cette passion-là, à devenir un peu une référence dans mon petit monde de la finance. Au boulot, quand on pensait remise en forme, perte de poids, tout ça, bah, on venait me demander conseil, tu vois. Et donc, c'était vraiment d'abord très local. Et à un moment, il y a eu ce déclic-là où je me suis dit, c'est mon petit cousin qui m'a suggéré de faire ça. Moi, j'étais vraiment anti-réseaux sociaux. Il m'a dit, vas-y, poste un truc sur les réseaux. J'ai posté un truc, ça a buzzé. Ça a bidé. Ça n'a pas du tout buzzé. Ça a totalement bidé pour le coup. Et je me suis dit, bon, bah, ok, il ne se passe rien en fait. Genre, au mieux, ça marche. Au pire, personne ne voit ce que je fais. Et en fait, de là, j'ai bien aimé ce truc-là. Et je me suis dit, bah, je vais continuer à faire ça. Sur les réseaux, ce qui est génial, c'est que je peux me raccrocher à des statistiques. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Et plein de choses. Et puis rétrospectivement, dans un mois, je vais regarder où on en est quoi, en termes de stats. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et dès le début, j'ai commencé à analyser tout ce que je faisais, ce qui ne marchait pas, et à me confronter au monde. Et donc, la logique, c'est quoi? Tu as commencé par la plateforme Instagram et tu t'es dit, bah, je vais poster un contenu par semaine. Comment tu as démarré l'histoire? J'ai dû commencer à mettre ma transformation de surpoids à plus en forme au début. Et puis à mettre quelques contenus, parce que je préparais un shooting photo, donc à expliquer un peu des trucs, mais assez complexes en fait, qui n'étaient pas faits pour Instagram, tu sais, des balances sodium-potassium, comment je fais pour ma gestion de l'eau les 3 jours avant le shooting, des trucs un peu techniques sur le shooting photo en fait, parce que c'est ce qui m'intéressait, tu vois. Et après, j'ai commencé à faire des contenus beaucoup plus mindset, beaucoup plus larges et tout ça, et je me suis rendu compte de ce qu'était une espèce d'entonnoir de conversion, tu vois, les posts viraux qui vont toucher plus de monde et tout ça. Et j'ai commencé justement à dézoomer un peu, à faire des posts beaucoup plus simples tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je publiais et j'ai commencé à m'enlever cette friction-là, justement, cette peur des stats de publier et tout ça assez rapidement, en étant tout le temps focus sur le post d'après et sans forcément. Enfin, le but, c'était d'enlever la peur de cliquer sur le bouton publier, tu vois. Et tu as senti la traction à partir de quel moment? Ça a été très, très progressif. En fait, si tu veux, au début, tu vois, tous tes posts, ils font 5 à 10 likes, tu vois, et il y en a un qui en fait 18. Donc, tu dis, OK, là, il y a un signal. C'est un signal faible, mais c'est intéressant. Donc, tu vas essayer des versions de ce truc-là. Et puis là, tu vois qu'il en fait 25, 30. OK, super. Et puis, un beau jour, tu as un post qui va faire 100 likes. Et là, tu es comme un ouf. Et tu dis, bon, bah, j'ai peut-être touché quelque chose. Et en fait, peu à peu, j'ai affiné mon œil comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un premier post qui a fait 400 likes. Tu vois, c'était la folie, tu vois, à cette époque. Et puis, peu à peu, ça devient la norme. Tous tes posts, ils font 400 likes et il y en a un qui en fait 1000.
Ok, c'est énorme. Et en fait, peu à peu, comme ça, tu adaptes. Donc, ça a été très, très progressif. Et l'idée, c'est que peu à peu, en cliquant comme ça, bah, tous les mois, on va dire, si tu veux linéariser le truc, je devais gagner en termes d'engagement, si on reste que sur les likes, parce que c'est un peu le truc de base, on va dire, d'Instagram, je Mhm. devais gagner en moyenne 50 par mois, tu vois. Ouais, C'était comme ok. ça. Et après, en pourcentage, forcément, ça s'incrémente. Et puis, rapidement, mes posts dépassaient tous les 1000 likes, 10 000 personnes touchées, 50 000, etc. Et ça a pris en ampleur comme ça. Toutes les personnes que j'interviewe qui ont une grosse audience sur un média social, que ce soit Instagram ou autre, disent exactement la même chose. Ça prend du temps, d'accord? Et quand Ouais. je partage du coup ces idées-là aux personnel trainers qui veulent se développer, qui veulent faire du coaching online, avoir une présence sur le web, ils essayent de publier tous les jours pendant 30 jours. Et en fait, ils voient que ça décolle pas et ils me disent, bah, on dit, ça marche pas les médias sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur dire par rapport à ça? Bah, c'est que, en plus, eux, ils maîtrisent le temps long parce que c'est des coachs, des accompagnants qui disent tout le temps à leurs clients, sois patient, ça arrive, tu vois, mets en place des habitudes et ça va arriver. En fait, c'est exactement pareil sur les réseaux, c'est que c'est super long et qu'on parle d'effets cumulés. Euh, plus, si tu fais un peu de référencement organique du blog, du SEO, c'est exactement ça. En fait, tu vas faire des choses, tu n'auras pas de résultat, mais ça va payer sur le long terme. La durée de vie, elle est super importante. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de trouver des techniques qui permettent de durer. Ça peut être du batch, tu vois, batcher du contenu, planifié à l'avance. Moi, j'avais toujours 2, 3 mois de contenu planifié en avance. Donc, en fait, tu sais que ça va tomber. Le post, il est planifié, il va sortir. Tu prends une journée, tu prépares 100 posts quand tu es efficace et après, tu as 3 mois de contenu qui sortent, tu vois. Et donc, l'idée, c'est juste de laisser le temps au temps. Parce que Mhm. là, en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de créateurs. J'accompagne des créateurs de contenu sur Instagram et sur TikTok parce que c'est vraiment mes plateformes de prédilection. Et en fait, il y a beaucoup de créateurs qui se posent 1000 questions existentielles sur leur premier post. Et en fait, le souci aujourd'hui, c'est que sur ces réseaux-là, il faut beaucoup plus se focaliser sur la quantité que sur la qualité. Ça fait mal de dire ça parce qu'on a Mhm. tous envie de dire, moi, c'est la qualité. En fait, il faut mettre l'ego de côté et je préfère 10 posts moyens qu'un super post que personne ne va voir, en fait. Et l'idée, c'est que si tu veux parler à la fois aux gens et à l'algo, il faut réussir à mettre le curseur et produire beaucoup. C'est-à-dire montrer aussi que l'algo peut compter sur toi et que toi, tu vas permettre d'amener de la rétention. Ce qu'on appelle la rétention, c'est ça. C'est-à-dire de garder les personnes sur la plateforme. Et pour ça, il faut produire. Il faut envoyer. C'est la Surtout seule que manière déjà. ouais. Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. Bah, je conclue en disant que c'est la seule manière aussi de voir si ce qu'on fait est bon, parce qu'objectivement, enfin, l'objectif arrive avec le monde. Mhm. Subjectivement, on va penser que quelque chose, nos premiers contenus sont géniaux. Quand tu reviens dessus 3 ans après, tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça, quoi. Mhm. Et surtout, les premiers contenus que tu mets, il y a ta mère, ta grand-mère et peut-être ton voisin qui ont vu la publication, quoi. Donc, no stress par rapport à ça. Et effectivement, comme tu dis, c'est cet effet cumulé qui va faire qu'à un moment donné, j'aime bien aimer aussi le côté un peu, regarder un peu les signaux, regarder qu'est-ce qui fonctionne et à partir de là, et réitérer par rapport à ça, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ce système-là. Et à chaque fois, c'est un peu les petits pas, quoi, la notion d'habitude des petits pas qui va faire que ben, on va pouvoir progresser dans le temps. Et c'est aussi ça. Je leur dis souvent, moi, au coach, vous n'êtes pas là, vous ne développez pas une carrière pour simplement rester 6 mois ou un an. Vous construisez justement une sorte de patrimoine. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va fructifier. C'est un peu comme les finances personnelles ou des choses comme ça, quoi. Et Exactement. qu'est-ce qui a changé, toi, entre le début au niveau de la création de contenu et aujourd'hui? Quels sont les enseignements que tu as pu justement faire par rapport à ça en postant tous les jours? Je pense que tu as plein de choses à partager. Ouais. Alors là, on peut ouvrir sur pas mal de choses, parce qu'entre-temps, je me suis structuré, je travaille plus tout seul. Donc, il y a aussi une industrialisation qui s'est passée, qui a permis vraiment de passer à l'échelle. Mais ce que j'ai appris moi-même, c'est que publier sera toujours mieux que de ne pas publier, en parlant que des réseaux. C'est-à-dire que si tu hésites, appuie sur poster, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment le truc de base que j'ai appris. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux types de players, en fait. Il y a la personne qui joue et la personne qui apprend. Je vais préciser ça. Il y a deux types de créateurs, et ça, c'est quelque chose que j'observe. Des créateurs de contenu. Tu vois, c'est pas le métier des coachs qui écoutent ton podcast de créer du contenu. Ça va être quelque chose d'à côté.
Donc, il faut être efficace, il faut être efficient surtout. Et là, il y a deux profils. Il y a la personne qui vient et qui publie et qui va faire ça pendant des années, qui va jamais se remettre en question, jamais analyser ce qu'il fait. Et en fait, il ne se passera rien, effectivement. Et puis, il y a la personne qui crée et qui regarde dans le rétro de temps en temps pour voir ce qu'elle peut améliorer et qui essaie à chaque fois de faire le 1% de plus, tu vois. Et en fait, cette personne-là, elle va tout défoncer. Et c'est ce que j'ai remarqué vraiment. Je ne sais même pas combien de personnes j'ai accompagné et combien de déclics j'ai créé comme ça. C'est un truc de fou. Des gens qui étaient bloqués à 1000 abonnés, 2000 abonnés, mais vraiment de manière poussive, avec des années et des années, qui en quelques mois ont passé la barre des 10 000, 50 000, 100 000 ou beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai actuellement sur les réseaux. Parce qu'il y a eu cette logique-là de se dire, OK, maintenant j'ai plein de data, je vais aller voir ce qui se passe. Et en fait, là, il y a tellement d'informations à tirer que c'est juste exceptionnel. Après, ce que je peux te dire aussi, quelque chose qui est hyper important à avoir en tête, c'est que les gens ont pas beaucoup de temps et qu'on est tous en concurrence sur le temps des gens. C'est-à-dire les gens, en fait, c'est les personnes qui viennent sur les plateformes des réseaux sociaux et que du coup, si tu n'es pas intéressant, en fait, les gens ne seront pas intéressés. Et donc, l'idée, c'est que les contenus, c'est pas à propos de nous, parce qu'en fait, les gens s'en foutent de nous, ils s'en foutent de Charlie quand ils arrivent sur mon poste. Ils veulent savoir ce que Charlie peut leur apporter. Et donc, l'idée, c'est aussi de mettre toujours la valeur en premier. C'est-à-dire que tu dois résoudre un problème, tu vois. Et si, en fait, tu commences tes contenus en disant bonjour, je m'appelle Charlie, je suis passionné de sport, de remise en forme, la personne est déjà passée à la suite. Le temps d'attention n'est pas suffisant pour ça. Et en fait, l'idée, c'est de court-circuiter au maximum ça et directement que la personne comprenne ce qu'elle va capter comme intérêt. C'est une question à se poser sur chaque contenu qu'on publie. C'est est-ce que là, tout de suite, il y a une valeur qu'on en dégage immédiate, activable, qui va faire que la personne elle va avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Et là, derrière, elle va aller dans les descriptions, elle va aller sur notre site, elle va réserver un call. Là, on va pouvoir pousser un peu le truc. Mais si dès le début, c'est bonjour, je suis coach, je propose ça, elle est déjà la vidéo d'après, en fait, la personne. Ouais. Et tu partageais un truc intéressant où tu disais que tu planifiais, toi, tu avais du coup forcément du contenu en avance. Tu nous as partagé aussi le fait que c'est important au début de regarder un petit peu les statistiques. Donc, est-ce que tu conseillerais à une personne qui démarre de ne pas se lancer à faire 40 posts en ne sachant pas trop où elle va, mais plutôt de construire peut-être un ou deux posts et puis de regarder. Tu regardes quoi sur tu as des outils spécifiques ou tu regardes simplement sur l'outil statistique d'Insta? Alors, je regarde sur Insta, mais de là, en fait, je crée aussi mes indicateurs, mais c'est un peu l'overkill, c'est peut-être pas nécessaire. Moi, il y a des choses que j'aime bien, c'est regarder, par exemple, les likes divisés par la couverture pour regarder si c'est le robot Instagram qui te bloque ou si c'est les gens qui te bloquent. En fait, ça te permet de capter aussi les intentions. Donc, tu peux pousser un peu, mais les indicateurs d'Instagram sont largement suffisants. Et après, en faisant des divisions, des multiplications, tu peux en créer d'autres qui ont plus de sens aussi. Par contre, je n'ai jamais recommandé à quelqu'un de créer un post et d'analyser son post et d'en tirer un enseignement. Ce n'est pas suffisant, en fait. Je vais plus recommander à quelqu'un de livrer, comme tu disais, 40 posts et puis là, d'avoir la matière pour vraiment analyser et puis changer un petit peu. On peut tirer aucun enseignement en fait d'un poste et c'est ça aussi, il faut se détacher d'un poste et avoir une vision plus circuit, plus globale pour se dire, OK, quelle est la tendance globale? Une seule publication, en fait, ça ne veut absolument rien dire. Excellent. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, qui parlent de santé, nutrition ou autre. Est-ce qu'il y a encore de la place pour moi, par exemple, si je devais me lancer? Ouais, complètement. C'est une question hyper légitime. C'est une question qui est énormément posée. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui vient de ça, c'est tout le monde parle déjà de déficit calorique. Pourquoi moi j'en parlerai? Et en fait, la réponse en général que je donne, c'est parce qu'il n'y a personne qui est toi. En fait, toi, tu incarnes aussi la personne, tu as ta façon de le dire, ta façon de le livrer, et on interprète tous différemment en fonction de la personne qu'on a en face. Il y a le paraverbal, il y a la façon de s'exprimer, il y a énormément de choses, on connecte différemment. Et en fait, toi, Andy, toi qui aura ta façon d'amener les choses et qui va connecter de ta manière avec les choses. Donc, il ne faut pas non plus chercher à inventer d'autres sujets, etc. On peut rester aussi sur ce qui fonctionne et il y a de la place pour absolument tout le monde. Oui, c'est ce que je dis souvent. La part du personal branding, elle joue beaucoup, quoi. Certes, tout le monde, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas réinventer la science, la nutrition ou autre. Par contre,
tu peux l'avoir de ton prisme, de ton expérience, de ton éducation, de ce que tu peux vivre au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens, ils peuvent regarder le contenu de Charlie, ils peuvent regarder le contenu d'un autre, une personne qui crée aussi du contenu. Et en fait, le fait d'avoir des discours, la finalité, en fait, est la même, mais le message est un petit peu différent. Et c'est ça, en fait, que je trouve assez puissant aujourd'hui. Complètement. Et l'empreinte est différente. C'est-à-dire que mon passé, on n'est pas beaucoup à l'avoir eu, tu vois. Le côté ancien sédentaire, en surpoids, analyse financière, geek, etc. Et moi, je suis passionné aussi de tout ce qui est stand-up comédie et tout ça. Et donc, dans mes contenus, ça se voit. Il y a des blagues que j'aime bien, il y a mon humour, il y a mon truc, il y a mes pandas, mes couleurs, mon style, ma façon de parler. Et en fait, ça, tu vas pas forcément le retrouver autre part. Il y a la globalité de la personne. Et du coup, j'invite les futurs créateurs de contenu ou créateurs de contenu qui sont en questionnement aujourd'hui à se poser cette question de qu'est-ce qui fait ma différence. Et la différence, c'est justement ce qui fait que les personnes vont accrocher à vous et à votre profil. Ok. Donc là, tu m'as convaincu de me lancer. J'ai bien compris qu'il fallait que je parte de moi et de ce que je suis. Et après, du coup, je me mets à réfléchir en gros à ma thématique, aux catégories sur lesquelles j'ai envie de parler, de partager, et je poste une publication par jour, et 30 jours après, je regarde un petit peu ce qui s'est passé. C'est un peu ça le truc, ou est-ce que tu rajouterais des choses pour ceux qui veulent se lancer? Ouais, c'est un peu ça, et pas forcément dans cet ordre. Moi, j'ai tendance à réfléchir dans l'action. Donc, plutôt que de poser, faire un bilan, poser des actions, etc., avant de se lancer, en fait, il faut se lancer. C'est-à-dire que tu ouvres Instagram, tu vois un post, refais-le. Tu vois. Et puis, enfin, tu envoies 10, tu refais les 10, et pendant le process, tu réfléchiras et les idées viennent avec les idées. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si on veut se poser, faire un plan, c'est un peu ce qui m'a saoulé, moi, quand j'ai démissionné de la finance et que je voulais me faire accompagner un petit peu par des coachs, par Pôle emploi à l'époque, par des organismes comme Pôle ça. emploi sur Instagram, ça doit être sympa, ça. Exact, exact. On faisait, tu sais, des bilans, ton persona, ton anti-persona, ton machin et tout ça. Et à aucun moment, on était dans l'action. Tu vois. Alors, c'est génial d'avoir de la théorie et de se lancer dans des formations de 36 000 heures sur tous les sujets du monde, mais en fait, rien ne remplace le terrain et surtout, ce n'est pas incompatible. Et moi, j'ai tendance à dire aux gens de créer en se formant plutôt que de se former puis de créer. Et là, le souci que j'ai, moi, c'est chez les personnes que je vois qui sont bloquées, enfin, elles ne sont pas bloquées en fait, elles se bloquent mentalement, mais qui me disent Charlie, je suis bloqué. Elles sont dans une inertie totale. C'est oui, mais tu n'as pas publié depuis 3 mois, tu n'es pas bloqué du tout en fait. Tu n'es pas dans cette mécanique de créer. En fait, tu as peur. Tu vois, en général, c'est plus une peur sous-jacente. On creuse un petit peu, on se rend compte que c'est plus profond que ça et que bien souvent, c'est juste des peurs ou des barrières limitantes derrière ça. C'est quoi les codes d'Instagram aujourd'hui en 2023? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Sans surprise, c'est beaucoup la vidéo, mais l'infographie et le carrousel restent quand même très, très présentes. Mettre des photos et tout ça, si on ne sort pas des anges de la télé-réalité, de koh ou quoi, ça n'a aucun impact, aucun intérêt, vraiment. Ouais. Par contre, apporter de la valeur au travers de sa façon de communiquer avec du statique ou de la vidéo, ça marche bien. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, c'est que ce format vertical vidéo, il est commun à beaucoup de plateformes. Il permet du cross-postage sans effort supplémentaire. Et ça permet justement d'avoir un effet de levier qui est juste immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je te sors une vidéo, un Reels, ce qui a été le cas là juste avant notre appel, sur Instagram, derrière, il est balancé sur TikTok, sur Pinterest, sur Snapchat, sur YouTube Shorts. Il est balancé absolument partout. Et il peut bider sur Instagram et faire 3 millions de vues sur TikTok. Et après, tu vas avoir des transferts et il y a 10 000 personnes qui vont débarquer sur Insta. Donc, l'idée aujourd'hui, la force de ça, c'est que tous ces réseaux-là sont au diapason, sont alignés en fait en termes de format et qu'on peut vraiment avoir un impact décuplé en fait. Et sur le style de publication, est-ce que toi, tu te dis, OK, un jour, c'est une infographie, un jour, c'est une photo, un jour, c'est un Reels? Est-ce que tu as voilà, ou ça dépend en fait de ton humeur et de ce que tu as prévu? Aujourd'hui, je ne me pose plus ces questions-là. C'est-à-dire que ma seule priorité numéro 1, c'est de délivrer, c'est-à-dire d'envoyer vraiment du contenu. Et en fait, il y a une globalité qui va être déversée, toucher les bonnes personnes. En fait, aujourd'hui, il y a peut-être un peu trop de personnes qui perdent du temps à réfléchir sur la cohérence de stratégie de contenu, etc. Ah, mon feed, il faut qu'il soit beau et tout ça. En fait, ça, c'est terminé. Personne va venir regarder ton feed. En fait, tout le monde s'en fout. C'est un peu brut, hein, ce que je dis, mais à part nous-mêmes,
en général, on est les seules personnes à consulter nos profils sur les réseaux. Les gens, ils voient simplement de manière organique ce qui arrive, ce qui les bouche, et ils vont jamais regarder, oh, son feed, il est beau, je vais m'abonner. C'est un peu terminé. Donc, l'idée, c'est plus de publier de la valeur, un maximum, et puis après, les choses en découlent, quoi. Ouais, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Et à quel moment je commence à monétiser, du coup? Alors ça peut venir de plusieurs manières différentes. C'est vrai que c'est une question à se poser au début. Est-ce que je dois monétiser rapidement ou pas? Parce que là, alors tu es beaucoup plus expert que moi sur le sujet, je pense. Les modèles qu'on va mettre en place ne seront pas les mêmes. Et si j'ai besoin d'argent tout de suite, bah, je vais peut-être commencer tout de suite en bas de funnel à faire de l'accompagnement individuel, à faire du coaching, à aller coacher au moins en mid-time quelque part. En fait, je pense que la base, c'est déjà d'être confortable pour pouvoir créer. Parce que quand tu crées, c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai écrit mon bouquin, tu mets tout en pause. C'est-à-dire que tu es dans un process de création de contenu et ce n'est pas de la conversion. Donc, c'est vraiment que de l'acquisition. Ça ne veut pas dire que derrière, tu vas convertir et tu vas monétiser. Donc, c'est assez individuel en fait pour moi la réponse. Est-ce que tu as besoin d'argent maintenant ou est-ce que tu n'en as pas besoin? La stratégie ne sera pas la même. Si tu n'as pas besoin d'argent là maintenant, on va dire que tu as ce qu'il faut pour vivre. Et bien, on va chercher plutôt de la croissance de manière large. Et après, il y a d'autres choses qui vont arriver justement. Et en effet d'échelle, ça peut être assez fou avec des partenariats, avec des acteurs qui vont venir, avec une audience qui va attendre des produits en face aussi, quoi. Comment s'est passé, toi, cette monétisation? Tu avais déjà réfléchi en amont ou comment tu t'y es pris? Comment ça s'est passé? Ça a été quoi les étapes? Alors moi, j'étais dans ce cas justement où quand je me suis lancé, j'avais pas besoin de monétiser. C'est hyper confortable, c'est-à-dire que je venais du monde de la finance, j'avais déjà pas un âge avancé, mais je veux dire, j'avais déjà pas mal travaillé avant, investi dans l'immobilier, je me suis baqué, on va dire, financièrement avant de me lancer, ce qui fait que je me suis dit, bah là, je vais délivrer un maximum, c'est-à-dire je vais donner, mais je vais rien prendre. Donc, c'était une optique vraiment de générosité dans le contenu, de délivrer un maximum, de continuer à me former parce que j'avais pas mal de lacunes, notamment en nutrition. J'en ai encore, mais l'idée, c'était de continuer d'apprendre et puis d'apprendre aussi aux gens. Et donc, l'idée, c'était juste ça. Évidemment, à un moment, j'ai atteint un plafond de verre à peu près aux 50 000 ou 60 000 abonnés, quelque chose comme ça, où j'ai senti vraiment une forte demande de mon audience vers un produit, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à faire un peu d'accompagnement à distance et je me suis rendu compte rapidement que c'était absolument pas scalable, c'est-à-dire que je pouvais pas du tout avoir d'effet de levier sur mon temps. Ça me prenait du temps et j'ai pas vraiment aimé ça. Donc assez rapidement, j'ai créé un produit en ligne pour pouvoir accueillir en fait toutes les personnes intéressées par le sujet de la perte de poids et du ventre plat. Et en fait là, ça m'a permis de mettre un produit que j'ai bien travaillé, mais que je n'aurais pas à retravailler à l'avenir. Donc, j'ai fait des vidéos de formation, etc. Et aujourd'hui, une personne qui veut avoir un ventre plat, perdre du poids, il va rejoindre le challenge ventre plat. Et moi, derrière, ça ne va pas me demander de travail supplémentaire. Donc, chaque client, finalement, qui est intéressé, il prendra la formation et c'est parti. Mon obsession, ça a été de scaler mon temps, en fait. Oui, ok. C'est ça, après, quand on comprend un peu la puissance, effectivement, que j'en vende un, que j'en vende 100 ou que j'en vende 50 000, ça me demande. Alors après, tu peux éventuellement faire des V2, des V3, améliorer forcément le programme en fonction des feedbacks. Mais effectivement, ça, c'est une puissance énorme. Ça s'est fait naturellement, le fait de créer ton produit. Comment tu t'y es pris? Si tu devais nous lister étape par étape, ça se fait comment? Parce que même chose, souvent les personal trainers, ils ont énormément de compétences. Quand je leur dis, ça serait peut-être bien de faire ça, voilà, ça leur paraît énorme, extravagant. Ils ne savent pas par où commencer. Comment tu t'y prendrais, toi, si tu devais refaire un produit là demain? Bon, alors, il faut savoir que je me suis formé évidemment en marketing digital, j'ai passé des formations, donc j'ai appris un peu ça et je me suis fait accompagner aussi par des coachs business qui maîtrisaient bien leur sujet. J'ai regardé un peu ce qui se faisait, évangélisé tout ça et donc j'ai testé pas mal de solutions. Il y a des solutions très simples aujourd'hui, je propose à beaucoup de coachs de se lancer sur Podia. Tu vois, Podia, c'est vraiment une solution clé en main avec un pricing qui est tout fait, où tu mets tes vidéos dessus, tu choisis ton prix. Évidemment, il faut avoir une société, tu l'associes à ta société et puis c'est parti, tu n'as plus qu'un lien à dispatcher. Et puis peu à peu, en fait, tu peux avoir une V1, une V2, une V3, etc. jusqu'à avoir un site pleinement fonctionnel
et puis tout un système d'espace membre, etc. Mais au début, si tu veux vendre un e-book ou une formation vidéo, il y a plein de façons en ligne avec Podia, Teachable, ClickFunnels, System.io qui se valent toutes. Il n'y en a pas de meilleures, elles sont différentes. Il faut en prendre une, l'essayer et dès qu'on est déçu, aller sur une autre. En fait, il faut vraiment avoir en tête que l'erreur, c'est de ne pas se lancer. Ce n'est pas de choisir le mauvais outil. En fait, ce n'est pas une question d'outil, c'est une question de temps. Il y en a beaucoup qui procrastinent simplement à cause des outils, quoi. Ils se disent, ouais, mais est-ce que c'est la bonne? Ouais. Est-ce que c'est… Et en fait, 3 mois après, il n'y a rien qui a avancé, quoi. Ouais, mais c'est facile à dire pour moi parce que j'ai exactement fait ça aussi. Tu vois, quand je me suis lancé dans ma newsletter et que je cherchais le meilleur système de mailing avec les Mailchimp, Sendinblue, tout ce que tu veux, je ne sais même pas combien de temps j'ai passé à comparer tous les outils, alors qu'aujourd'hui, je fais des migrations tous les 3 mois pour aller chercher une feature en plus, tu vois. C'est quoi aujourd'hui les outils que tu utilises que tu ne pourrais pas te passer dans ton business? Énormément et qui ne sont pas communs. Il y a Text Expander, qui est un outil de snippet par message qui est juste hallucinant pour, tu connais du coup, qui permet juste avec un petit mot-clé de lâcher tout un paragraphe. Donc ça, c'est juste dingue. C'est-à-dire que tu peux préparer des réponses toutes faites qui reviennent. Tu peux avoir toutes tes infos dessus. Donc Text Expander, c'est assez magique. Il y a un outil que j'aime beaucoup. On pourrait en faire un podcast qui s'appelle Roam Research, qui est un second cerveau. En fait, l'idée, c'est que c'est un outil de prise de notes intelligente qui permet d'interconnecter des données. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je l'utilise et que je mets tout dedans. Donc, tout ce que tu apprends sur tous les sujets, tout ce qui se passe dans ta vie, tu mets tout dedans. Et lui, en fait, il interconnecte tout ça. C'est un peu comme Obsidian, non? C'est comme Obsidian. C'est exactement pareil qu'Obsidian. Ok. Ouais. C'est un outil concurrent à Obsidian qui n'est pas gratuit pour le coup. Obsidian est gratuit et c'est un super outil aussi. Donc Chrome Research qui est vraiment bien. Évidemment, aujourd'hui, on est à l'ère des IA, donc on en parlait de ChatGPT, c'est un indispensable, hein, il faut s'y mettre, c'est juste dingue. En termes d'idéation, en termes de plans, en termes de plein de choses, c'est complètement fou. ChatGPT aussi. Notion, j'utilise beaucoup Notion parce que je travaille en équipe maintenant. Donc Notion, c'est vraiment top pour avoir des espaces en fonction des personnes avec qui on travaille. Et puis après, les outils, des outils classiques. Donc, système de mailing, j'utilise ActiveCampaign, qui me permet d'envoyer mes newsletters toutes les semaines. Voilà, j'ai beaucoup d'outils. Tu utilises toujours Podia, du coup? Ou tu utilises notre système de plateforme d'hébergement de contenu? Alors non, j'utilise un truc, une solution un peu tierce entre System.io, que j'aime beaucoup pour tout ce qui est plan, espace membre et tout ça. J'ai quitté ClickFunnels pour System.io qui est français, qui est assez chouette. Et puis Webflow pour mon site internet. Ok, top. Et du coup, tu faisais une belle transition avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a changé, toi, en tant que créateur de contenu? Alors, ça permet de compiler énormément de données. En fait, l'IA, on peut vraiment la creuser, mais si on parle que de ChatGPT, ChatGPT, ce qui est assez fou, et d'ailleurs ça se combine bien avec Text Expander, c'est qu'on peut lui apprendre des choses. Donc si par exemple tu as compilé des informations sur toi, je suis Andy Poiron, j'accompagne sur tel sujet, j'aime ça, mon persona c'est ça, je parle avec tel ton et tout ça, et que tu donnes toutes ces infos à ChatGPT, tu peux le transformer en l'acteur que tu veux. Et en fait l'idée c'est que moi ChatGPT, tu l'utilises ou pas? Ouais, je l'utilise. Ouais. Ok, bien. En fait, chaque fenêtre de chat est un acteur. Ça va être un rédacteur web, ça va être un copywriter, ça va être un expert en personal branding, ça va être un coach, un nutritionniste, un psychologue, etc. Et en fait, à chaque outil, à chaque conversation, il y a ce qu'on appelle un fine-tuning, c'est-à-dire que je lui ai donné des informations en plus pour qu'il puisse répondre de la manière la plus efficace possible. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ça permet d'aller chercher beaucoup plus de données que ce que nous-mêmes, on pourrait aller chercher. Donc, il faut évidemment remettre en question. Plus d'idées, quoi. Autant parce que toi, tu t'es arrêté sur des idées que tu as sans doute l'habitude, que ton cerveau a l'habitude de te dire, donc tu restes sur ça. Et en ouvrant ça te dit, ah ouais, punaise, j'avais pas vu cet angle-là comme ça. Et ça te donne du coup des opportunités autres qui est assez intéressante. Ouais. C'est ça, je vais donner un usage, je vais lui donner ma description de post Instagram et je vais lui dire qu'est-ce que j'ai oublié. Et puis il va me donner plein d'idées. Je vais lui dire est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe et tout ça. Mets-le-moi en anglais, tiens, je vais me créer un compte en anglais et commencer à faire de l'international. Ou je vais me créer une automatisation, puisque maintenant GPT-4 a une API ouverte.
où à chaque fois que, je sais pas, je vais écrire un article sur mon blog, il va me créer un espace sur mon Notion avec plein de données sur un sujet en particulier ou des postes prêts à l'emploi, tu vois. Donc, tu peux vraiment pousser et aller beaucoup plus loin que ce que ton cerveau aurait créé. C'est un peu une leçon d'humilité d'utiliser ChatGPT. Tu t'en prends plein la gueule en général. Je me suis pris une petite gifle, moi, en me disant « Ah ouais, je passe à côté de pas mal de choses quand même ». Et c'est quoi ta vision de l'intelligence artificielle, du coup? Ma vision, c'est que c'est un super outil qui nous remplacera jamais parce que la pire chose à faire au monde, c'est de dire écris-moi un article sur tel sujet, de faire copy-paste, tu vois, faut jamais faire ça. L'outil en lui-même est un peu pété en tout cas pour ça, mais par contre pour générer des idées et puis pour travailler avec nous en tant qu'outil, c'est magnifique. Et je pense que tout ce qui est vrai aujourd'hui sur l'IA sera faux demain parce que ça va très très vite. Chaque semaine, il y a des nouveaux usages et des nouvelles choses qui arrivent, mais qu'il ne faut pas rater la vague, quoi. Parfait. Et est-ce que tu croyais en arriver là 3 ans? C'est 3 ans, ça fait 3 ans, c'est ça que tu disais, je crois. C'est ça. Ouais. Tu t'es dit là, enfin, tu t'étais fixé, tu m'avais dit le temps de 5 ans. Là, on a passé un petit peu la moitié. Si tu reviens un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais te dire par rapport à tout ça? En fait, il y a quelque chose de base, c'est qu'il faut accepter le chaos. Donc, au début, il y a un plan, on s'y tient jamais. Et ça se passe jamais comme c'était prévu. Donc, je n'avais pas anticipé tout ça, évidemment, mais par contre, je suis hyper open à ce qui se passe. Donc, il y a des choses qui sont bien passées, d'autres moins bien, j'ai appris, etc. Donc, je n'avais pas anticipé tout ça, mais j'avais un plan quand même assez clair. Ce bouquin-là, ce livre que j'ai sorti récemment, pour moi, c'était super important. Je voulais l'écrire, je savais ce qui était dedans, je l'incube depuis des années et il devait sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, je n'avais pas exactement cette manière-là, ce plan, cette chose-là et tout ça, mais par contre, avec la discipline que j'ai mis en place, c'était une certitude. Donc, je n'ai pas beaucoup de doutes. En fait, je sais qu'il faut simplement du temps, de la confiance et je crois au process énormément. Mais par contre, tout se passe dans le chaos. C'est-à-dire que je ne maîtrise rien. Là, juste avant notre appel, j'étais en call avec la personne qui travaille sur mon site. Il y a des bugs de tous les côtés, il y a des problèmes, tout ça. Moi, j'adore ça. Tu vois, ça ne se passe pas comme prévu, mais c'est trop bien, on apprend. Ok. Et du coup, transition avec le livre, comment on en vient à créer un livre? Ça a été quoi le process du coup? Alors, le process de base, c'est que moi, je suis assez, et ça peut être contre-intuitif par rapport à ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux entre TikTok et Instagram, c'est que j'aime beaucoup les temps longs. Et en fait, aujourd'hui, les réseaux, ils ne nous laissent pas beaucoup de temps long. Tu vois, si tu n'as pas un blog à côté, une chaîne YouTube où tu fais des vidéos un peu plus longues et tout ça, tu n'as pas vraiment le temps de rentrer deep dans des sujets ou de rentrer dans des process d'adhésion ou de gamification qui pourraient être vachement intéressants. Et donc, pour moi, le livre, c'est le support de ça. En fait, dans le livre, j'ai mis tout ça. C'est-à-dire que c'est un livre pratique. C'est-à-dire que le but, c'est que si tu veux perdre du poids, ça sera le meilleur livre pour perdre du poids et te remettre en forme. Mais en dehors de ça, il y a un storytelling qui est hyper fort dans le livre. Et du coup, il y a une complexité d'écriture qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il faut réussir à raconter une histoire à travers un livre pratique. Ce n'est pas un enchaînement d'astuces, c'est presque une histoire en fait. Tu vois, jour après jour, il y a un enchaînement qui fait que tu vas atteindre ton objectif, peu importe ton objectif, mais avec des mécanismes d'adhésion, de gamification et hyper ludiques, quoi. Ok. Et tu as été accompagné pour ça ou c'est toi qui a réfléchi à ce mécanisme-là, ce mécanisme-là? Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai rarement le niveau pour le faire, tu vois. Donc, je me fais énormément accompagner sur plein de sujets, par plein de personnes et surtout par des personnes qui sont bien meilleures que moi sur différents sujets. Donc, évidemment, je me fais accompagner de personnes qui ont fait ce que je veux faire, donc des auteurs, des maisons d'édition, des coachs dans tout un tas de sujets. Je me fais relire aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire ce bouquin, j'avais plusieurs groupes de relecture. Donc, à chaque fois, pendant le process d'écriture, c'est pas j'écris mon bouquin dans mon coin, je le sors et je croise les doigts. C'est tout était vu, revu, maîtrisé, modifié, etc. Donc, j'ai vraiment pas fait tout ça tout seul. Ok. Et ça a été quoi t'as mis combien de temps, du coup, entre l'idée et la sortie du livre? Ça t'a pris combien de temps? Alors, si on veut dire entre l'idée et la sortie, c'est plusieurs années, mais la rédaction en elle-même m'a pris 1 an. Okay. Mais en dehors de la rédaction, il y a autre chose qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de nuits. C'est qu'à côté du livre, je ne sais pas si tu as vu ça passer, si tu l'as vu le bouquin, en fait, il y a un bot, c'est-à-dire un robot qui accompagne la personne par message. Et Ok, ce qui non, fait pas que vu.
Ok. Le livre est presque un coach. Attends, je vais te montrer, c'est la petite pastille. Il est juste là, le bouquin, la petite pastille qui est ici, Ouais. en fait. Ok. Et tu veux, au début, tu peux scanner un QR code. Hop, tu as 2 QR codes. Et en fait, tu choisis si tu veux être accompagné via Instagram ou via Facebook. Ok. Pourquoi? Parce que ma phobie avec le livre, et en fait, il n'y a aucun autre livre, je pense, en France qui fait ça. Je ne pense pas m'avancer en disant ça. Le souci du livre, c'est que quand tu écris quelque chose, ça ne bouge pas. Et ça, moi, ça me dérange énormément. Et donc, dans le livre, j'ai mis des QR codes, évidemment, pour les séances d'entraînement, pour les recettes, etc. Des QR codes dynamiques qui fait que je peux actualiser à tout moment tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, les vidéos, les formations, les articles de blog, tout ça. En fait, le bouquin, il évolue avec le temps. C'est-à-dire que le bouquin de janvier, c'est plus le même que là, aujourd'hui, en mai, tu vois. Il a beaucoup évolué. J'ai fait varier des choses, tu vois, en fonction des comportements et tout ça. Mais en plus de ça, le livre te coach. Tous les jours, tu reçois des messages. Où Excellent. t'en es, combien tu as fait. Si tu me dis j'ai un peu mal au genou gauche, et bah au jour 17, à la place de tel mouvement, je te dis bah fais plutôt ce mouvement-là. Si tu as des douleurs ou tel truc, il va te conseiller certains compléments alimentaires. En gros, le livre, en plus de ça, il t'envoie des messages sur Instagram ou Facebook, suivant ce que tu choisis. Tous les jours, tu peux faire des pauses, tu peux l'adapter. Enfin, c'est un peu un coach de poche, quoi. Ok. Et c'est toi qui as développé un outil ou tu as utilisé un outil comme ManyChat ou des choses comme ça, des bots qui permettent de s'insérer J'ai utilisé ManyChat. J'ai utilisé ManyChat pour tout le système de bots. Je n'ai pas développé d'outils et ManyChat, c'est vraiment excellent pour ça. Ça m'a permis, il y a beaucoup d'échanges avec le support pour que tout fonctionne vraiment bien parce que c'est quand même super important. Et puis la maison d'édition derrière qui est quand même Hachette, c'est Marabout, donc c'est une société de Hachette. Ils étaient forcément un peu sceptique parce que c'est la première fois qu'il voyait ça et qu'il faisait ça et qu'il dit oh, si ton truc il fonctionne pas, on est un peu mal. C'est quand même l'image de la maison d'édition et le livre, il est dans tous les magasins, librairies et tout ça. Et donc, je me suis quand même baqué avec un SaaS hyper solide, quoi. Top, top, top. Et du coup, là, à l'heure où on tourne l'interview, tu me disais que tu l'as lancé début janvier, donc ça fait pile 4 mois, là, du coup. Janvier, Ça fait février, pile mars. 4 mois exact. Ça donne quoi, du coup? Content? Super lancement. Ouais. Franchement, je suis super content et surtout les avis, quoi. Tu tapes mes connaissances, tu comprends. Il est premier des avis et moi, ça, c'est une fierté de malade. C'est tout ce que j'attendais. Je voulais pas écrire un livre, je voulais écrire. Alors ça, c'est mon côté. Je voulais écrire le meilleur livre, tu vois. C'était pas j'ai écrit un livre, je suis auteur, let's go. Non, non. Je voulais vraiment que ce livre-là, ça soit pas un livre comme les autres et qui se démarque, mais pas qu'un peu. Et donc, il y avait une ambition de dingue qui n'était pas qu'un ego trip, de faire vraiment le livre qui cartonne tout, quoi. Et moi, c'est vraiment ça, mon KPI numéro 1, c'est les avis. Et là, aujourd'hui, en 4 mois, il y a à peu près 200 avis que des 5 étoiles, sauf exception de la personne qui a reçu le livre un peu abîmé parce que le livreur, il a fait une connerie ou tu vois, un truc comme ça. Mais ça, c'est juste fou, tu vois. Donc oui, il y a eu énormément de ventes, mais surtout les avis, les retours, les transformations, les évolutions physiques des gens, c'est de la folie. Il y a aussi, j'ai lu pas mal de choses sur la création d'un livre ou autre, c'est que souvent oui, la première étape, c'est de créer son livre, mais entre guillemets, c'est que le début d'avoir créé son livre. Après, il y a la promotion. Comment tu t'y es pris, toi, pour faire de la promotion par rapport à ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a évidemment les réseaux. Donc, la force d'avoir une audience, de construire une audience, c'est que derrière, l'audience, elle nous connaît, elle a confiance, elle est fidélisée, elle est nurturée depuis des mois et des mois avec ma newsletter hebdomadaire. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que l'audience est réceptive aussi. Et puis après, si le livre est bon, il y a ce qu'on appelle l'effet plume. Enfin, je ne sais pas si tu connais ça, l'effet brique et l'effet plume. En gros, ton bouquin, tu vas le lancer haut et il ne va pas retomber, tu vois. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que le lancement a été très, très fort du fait de la communauté, du fait de l'engagement sur les réseaux, etc. Et puis de tout le travail qui a été fait aussi autour. Mais derrière, vu qu'il fonctionne bien, mais il y a toute une cooptation qui se met toute seule en place. Et en fait, le phénomène me dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque semaine, il y a des centaines, plusieurs centaines de livres qui sont achetés un peu partout. C'est pas moi qui les vends, les livres, tu vois, en fait, c'est des gens qui en parlent, qui ont des résultats, etc. Et le travail, il se fait de lui-même. Donc, je pense que la base, c'est d'écrire un bon livre. Si tu écris une merde, tu vas faire énormément d'efforts, ça va être fatigant pour tout le monde, et en fait, il n'y aura pas d'effet cumulé du tout. Donc, il faut vraiment
produire du bon contenu pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Et donc, il faut vraiment penser valeur à fond. Parce que écrire un livre pour écrire un livre, ça ne sert à rien. Je connais des dizaines et des dizaines d'auteurs qui ont écrit des bouquins ou qui ont fait ghostwriter des bouquins en 2-2 qui sont pas fous et ils le savent, ils l'ont rushé en 2 mois et tout ça. Bah, en fait, le bouquin, au bout d'un an, plus personne n'en parle et tu n'as pas les effets escomptés, quoi. Tu mets auteur sur ta bio et tu es content, mais il n'y a pas vraiment le retour attendu, quoi. Et d'un point de vue business, ce livre-là, c'était pour toi l'occasion de vendre plus de programmes. Enfin, tu visualises ça comment, toi, en tant que chef d'entreprise par rapport à la création d'un livre? Le modèle est super intéressant. Le livre ne rapporte rien de lui-même. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas un livre en auto-édition, l'argent, il va à la maison d'édition. Je ne peux pas parler des chiffres, mais il y a à peu près 90% en général qui va à la maison d'édition. Donc, en fait, sur un livre à 15 euros, il te reste 1 euro par livre vendu. Donc, ce n'est pas ça qui va te rendre riche du tout, ça c'est sûr. Par contre, le livre, il apporte plusieurs choses. Il apporte une autorité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ce statut d'auteur-là, ça apporte une autorité. Ça apporte évidemment des RP, des relations presse, parce que aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les médias tradis ont beaucoup plus de poids que des médias digitaux. On est encore là-dessus, il y a encore un peu d'inertie là-dessus. C'est comme ça, mais c'est vrai que quand le livre est sorti, j'étais sur tous les magazines féminins, les trucs, la presse, etc., la certification sur les réseaux. Tu as tout qui tombe parce que tout de suite, ça a plus d'impact en termes de relations presse. Ensuite, derrière, évidemment, on parlait de ManyChat avec le bot que j'ai mis en place, et derrière, j'ai 5000 lecteurs aujourd'hui qui sont connectés à moi, à qui je peux parler à tout moment. Et donc, en fait, si la personne elle va aller un petit peu plus loin, elle va acheter mon e-book de recettes, elle va rejoindre mon programme, mon accompagnement, tu vois. Et donc, derrière, là, vraiment, tu peux… tu as mis des funnels à l'intérieur ou c'est automatisé le fait que tu la diriges sur tel ou tel type de truc ou pas? C'est une grosse machine. En fonction des clics, des intentions, des tags, des comportements, du temps, de tellement de choses, la personne, en fait, il n'y a pas 2 personnes qui vont recevoir le même message. Ça a dû être un casse-tête. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé avec ManyChat. Je pense que ça doit être. J'essaye de visualiser un peu. Je me dis, ça a l'air d'être un truc de fou, quoi. Je te montrerai en off si tu veux. C'est une espèce d'énorme araignée à possibilités. Où en fait, effectivement, la personne, si vraiment elle adore les recettes, elle veut en savoir plus, etc., je vais lui dire, si jamais ça t'intéresse, je peux te proposer un e-book de recettes où j'ai compilé mes 50 recettes LCI avec des petites infos supplémentaires et tout ça. Et là, la personne, elle va être intéressée, elle va acheter. Ouais, tu fais de l'upsell à l'intérieur de c'est très ingénieux, quoi. C'est très ingénieux. Bien sûr, ouais, c'est ça. Donc en fait, je suis jamais pushy, c'est pas mon style du tout. C'est-à-dire que je vais jamais te vendre quelque chose frontalement, te dirais j'ai un truc à vendre, tu veux l'acheter, ça n'arrivera jamais. Par contre, si tu me dis je manque d'inspi pour tel truc ou je dois avoir un entreplat, je sais pas comment faire, etc. Moi je veux dire si tu veux pousser, il y a ce programme-là. Va jeter un coup d'œil à la page de présentation et si ça te parle, essaye de toute façon. Donc la personne elle va essayer et puis elle va se lancer et du coup comme ça fonctionne super bien. Quoi d'autre au niveau business? En termes de connexion, c'est assez fort parce que ça ouvre aussi un horizon, tu vois, au niveau des journalistes, comme je disais, des médias tradis. Ce qui est cool aussi, parce que ce qu'on n'a pas avec un bouquin, c'est que tu n'as pas le nom, tu n'as pas l'email de la personne, alors que là, avec le bot, tu récupères la donnée. C'est extraordinaire, je trouve. Pardon? Ouais, je disais que c'était un truc hyper puissant, ça, du coup. C'est surpuissant. Ça coûte cher parce que je ne te cache pas que du coup, j'ai plusieurs dizaines de milliers de personnes sur ManyChat. Donc, oui, tu sais, après, je me doute. Ouais. Et donc, ça chiffre un peu. Je n'ai pas 100% des personnes qui se lancent dans la lecture. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que ça me permet de savoir où les gens sont du livre, s'ils vont jusqu'à la fin du livre, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans le livre. Donc, en fait, j'ai de la data sur un produit physique. Donc, ça devient un produit physical, digital, physique, tu vois. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que avec tous les QR codes qui sont dynamiques, je peux améliorer le livre. Donc, en fait, il y a plein de moments où j'ai mis, par exemple, une liste de courses ou un truc comme ça. Et en fait, je peux voir si la personne, elle la prenne ou elle la prenne pas, pourquoi elle la prenne pas et tout ça. Et du coup, faire évoluer un peu le reste du livre. Et ça, c'est très, très puissant. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Et ce qui en fait que en fait, le livre, il ne va jamais périmer. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que dans un an, il fonctionne toujours aussi bien parce qu'il est toujours d'actualité.
Super, je vois que le temps passe et on a une deadline, c'est super intéressant. Merci Charlie de tout ce partage. C'est quoi ta vision du coup dans un an? Tu veux aller où avec tout ça? T'as réfléchi Alors, ou c'est step après step? non, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, évidemment. Après, il faut les mettre en place et les structurer. L'idée, c'est de faire ce que je fais en mieux. Donc, j'essaie tout le temps de me développer, notamment sur Instagram, où en fait, aujourd'hui, on est beaucoup de créateurs et j'essaie toujours d'apporter un truc différent au niveau de la forme et au niveau du fond. Donc, ce que j'ai envie, c'est d'être meilleur là-dessus. Et puis, pourquoi pas continuer sur des projets. Je ne peux pas encore en parler parce que c'est encore au stade de projet, mais des projets un peu longs comme ça, comme ce livre, qui sont super importants pour moi en toile de fond. J'aime bien bosser sur ce genre de choses-là, mais voilà, je souhaite que ça continue sur les réseaux parce que j'aime bien ça et parce que ça me permet d'aider beaucoup de gens en même temps. Et tu l'as compris, moi, pour moi, c'est super important d'aider beaucoup de gens en même temps. Ouais, alors, j'avais plein de questions, mais tu nous as aussi parlé de TikTok qui est aussi en train de cartonner. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à des professionnels? Est-ce que focus sur une plateforme ou comme tu l'as dit, faire du multi-plateforme et tu dispatches ton contenu? C'est quoi ta vision un petit peu là-dessus? Plan d'attaque. Aujourd'hui, tu veux te lancer, tu n'as pas de communauté, tu n'es pas encore sur les réseaux et tu n'as pas les codes. TikTok. Oublie Instagram, on s'en fout pour le moment. Et en gros, il faut aller sur TikTok pendant 3 mois et publier un maximum. Si c'est 7 fois par semaine, c'est super. 4 fois par semaine, c'est super. 15 fois par semaine, c'est mieux. On peut poster 2, 3 fois, 4 fois par jour. Ça n'a aucun impact sur les contenus d'avant. Tous les contenus sont différents. Et en fait, il faut vraiment bombarder et apprendre la forme. La forme de TikTok, c'est quoi? C'est accroche, valeur, call to action ou accroche, call to action, valeur, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y ait ces éléments-là et que ça soit court et efficace. Donc, il faut apprendre à parler face à la caméra. C'est quand même un métier. Hein. C'est quand même quelque chose qui vient, mais en faisant. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, là, je ne réfléchis pas plus que ça. Je me lance sur TikTok et je crée tous les jours. Ce que j'ai fait, on va rentrer dans la pratique. Et très, très simple, moi, je me suis créé un tableau Excel avec 4 colonnes. Colonne 1, sujet. Colonne 2, accroche. Colonne 3, valeur. Colonne 4, call to action. Okay. Donc, j'ai mon sujet. Donc, moi, ça va être perdre du poids, ventre plat, cellulite, prendre des bras, machin et tout ça. J'ai mes sujets. Ensuite, j'ai tous mes call to action qui vont être 3 astuces pour, les pas ne pas faire pour, machin. En gros, tu en as plein. Tu regardes ce que les autres font, ce qui marche et tu réutilises. La valeur, donc c'est les éléments que tu veux donner. Et ça, il faut que ça reste sur, tu vois, sur une vidéo de 15 secondes, ça va être maximum 8 à 10 secondes, ça demande beaucoup d'efforts. Parfois, tu vas dire mais au lieu de cependant, parce que cependant, c'est trop long. Donc, tu vas même choisir des façons d'être. Tu vas tout optimiser, quoi. Exactement. Et ne pas oublier de prendre les gens par la main et de dire abonne-toi pour plus d'astuces, abonne-toi si tu veux voir la suite, partie de demain. Leur donner une bonne raison de rester, de s'abonner, de s'engager, parce que ça, c'est une vraie stat. 70% des gens le font pas si tu leur demandes pas de le faire. Donc, cette simple truc-là, changement de dire abonne-toi, les gens vont s'abonner, ça va donner quelque chose. Donc, la valeur, le call to action, la valeur et puis le hook, le hook en premier, évidemment. Ouais. Bah, merci à Charlie pour ce contenu hyper top. J'espère que toute la communauté a apprécié. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou échanger avec toi si on a envie d'échanger avec toi? Compte Instagram. Ouais, Instagram, c'est bien. Instagram, très très bien. Charlie avec un Y, EVT et Instagram, moi, ce sera très bien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le voulez. Merci beaucoup pour ton invitation. En tout cas, c'était cool. Merci. En tout cas, c'était un super plaisir. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se voir en vrai, en physique. En tout cas, merci à toi. Merci à tout le monde. Le petit appel à l'action, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, ça permet à l'algorithme du podcast de monter. En tout cas, merci Charlie, je te souhaite plein de belles choses et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, salut. Salut, bonne journée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché,
www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.